toute société, quelle qu'elle soit, a besoin pour survivre d'un certain nombre de soutiens. À l'époque de la monarchie absolue et du despotisme éclairé, on peut s'interroger sur les soutiens de la monarchie. On peut se demander également quels intérêts ces soutiens avaient-ils à venir à la rescousse, le cas échéant, de cette même monarchie. Effectivement, dans la vie, tout est donnant-donnant, et on ne peut pas imaginer qu'à terme, une société puisse fonctionner sans justement ce type de soutien. Tu en as encore besoin? C'est pas entendu. D'accord. Voilà. Alors, la comparaison entre la Prusse d'une part et l'Autriche d'autre part est classique pour le XVIIe et XVIIIe siècle. Dans les deux cas, il s'agit d'États d'Europe centrale, qui plus est d'États dominés par des germaniques. En fait, ce sont des États très différents, comme vous le savez. Le premier indice de comparaison, c'est bien entendu la population, comme je l'avais fait il y a 2 jours pour la principauté de Liège. Il s'agit de mesurer un petit peu le poids démographique de ces 2 États en Europe. L'Autriche comprend près de 18 ou 20 millions d'habitants à l'époque qui nous intéresse, au XVIIIe siècle. D'autre part, la Prusse, elle, n'en comprend que 4 à 5 millions. Vous voyez qu'il y a une différence donc de 1 à 4. En ce qui concerne l'armée, eh bien là, la différence n'existe pas, puisque au XVIIIe siècle, l'Autriche et la Prusse ont le même nombre de militaires, à savoir 160 000 soldats. Ce qui veut dire, tout à fait logiquement, il ne faut pas être arithméticien pour cela, voyez que par nombre d'habitants, la Prusse a 4 fois plus de soldats que l'Autriche. Maintenant, si vous prenez le cas de la France, en France, à l'époque de Louis XIV, donc à la fin du XVIIe siècle, il y a 20 millions de Français. À la veille de la Révolution française, il y en a 27 à 28 millions. Le XVIIIe siècle est en effet marqué par une progression démographique sensible. La France étant au XVIIIe siècle ce que l'on a pu considérer comme la Chine de l'Occident, puisqu'il s'agissait d'un pays très populeux. Je vous avais donné des chiffres également pour les anciens Pays-Bas, à un cours précédent, entre 3 et 4 millions grand maximum, et pour la principauté de Liège, 400 000 habitants. Donc tout ça, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Comme pour tous les États d'Ancien Régime, donc antérieurs à la Révolution française, je dirais, en gros, il y a une question qui se pose, ce sont les liens qui existent entre la monarchie d'une part et d'autre part l'aristocratie. C'est une vraie question. Les problèmes ont été résolus de manière différente suivant les pays où l'on se trouve, où l'on se trouvait.
va étudier plus particulièrement aujourd'hui le cas de la Prusse et voir comment les rapports entre la monarchie et la noblesse ont évolué. Et on va voir que la situation n'a pas été constante dans les règnes successifs des souverains de Prusse. Je vais d'abord replacer, comme je le fais d'habitude, le cadre géographique pour que vous vous rendiez compte à quoi correspondent exactement les États dépendants de ce qui va devenir le royaume de Prusse au XVIIIe siècle. Vous avez, comme le titre l'indique ici, l'Allemagne, Deutschland, à l'époque, in Zeitalter, de la contre-réforme, der Gegenreformation, et de la guerre de 30 ans, des 30-jährigen Krieges. Alors vous voyez que cette carte, en fait, couvre la période qui va de 1555 jusqu'à 1648, autrement dit, la période qui va de l'abdication de l'empereur Charles Quint jusqu'au traité de Westphalie, c'est-à-dire les traités qui concluent la guerre de 30 ans, qui avait commencé, c'est une apalissade, en 1618. Cette carte, vous la connaissez déjà. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez en bleu foncé le margraviat de Brandebourg. On est ici en 1648. La période dont moi je vais vous parler dans mon cours ici commence en fait un petit peu plus tôt, en 1640, et se termine en 1806 en fait. Donc, je commence en fait mon exposé au début du règne du grand électeur de Brandebourg, Frédéric Guillaume Ier, et je termine mon exposé en 1806, c'est-à-dire à la bataille d'Iéna, qui va marquer un véritable tournant dans l'histoire de la Prusse. Alors, quels sont les territoires qui successivement vont être annexés au Brandebourg? Vous allez avoir le duché de Clèves, le comté de la Marque, vous aurez également la Frise orientale, vous aurez, j'essaie de le trouver ici, oui, l'évêché de Minden, vous aurez l'archevêché de Magdebourg, vous allez avoir ici, alors en 1648, la Poméranie intérieure, Hinterpommern. Alors, fait partie du margraviat, ou dépend plutôt du margrave de Brandebourg depuis 1648, le duché de Prusse. En 1742, ce territoire-ci va être conquis par le roi de Prusse Frédéric II. C'est ce qu'on appelle la Silésie, région très riche en minerais de fer. Les minerais de fer, ça permet de faire des canons et des armes. Ce territoire était conquis pendant la guerre de succession d'Autriche. Ce territoire va être confirmé comme appartenant à la Prusse lors du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748. La Prusse va en outre annexer ce territoire-ci, qui va permettre la jonction entre le duché de Prusse, l'ex-duché de Prusse qui devient un royaume en 1701,
et d'autre part le reste des territoires brandebourgeois. En 1772, lors du premier partage de la Pologne, la Prusse va en plus avoir d'autres territoires qui vont être annexés, très très importants, toute cette région-ci, lors du second partage de la Pologne en 1793, et enfin toute une région qui se trouve ici, lors du troisième partage de la Pologne en 1795. D'autres pays ont participé au partage de la Pologne, lors des dates que je viens de mentionner, d'autre part l'Autriche et d'autre part la Russie. La Pologne disparaît complètement de la carte en 1795 et ne va réapparaître qu'en 1918-1919, après la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc vous voyez que le Brandebourg, progressivement, qui était un État qui n'était pas tout petit, mais dont vous voyez la dimension correspond en 1648, grosso modo, en ordre de grandeur, à nos régions, la Belgique, les anciens Pays-Bas, mais progressivement, le Brandebourg va annexer quelques confettis, si je puis dire, des petits territoires dans la région rhénane, peu nombreux, mais en revanche, va se constituer un très vaste territoire ici, donc à l'est. Toujours dans le cadre, ça remonte au Moyen-Âge, du fameux Drang nach Osten, c'est-à-dire de la poussée vers l'est. Voilà. Ça, c'est sur le plan géographique. Maintenant, quelques références chronologiques pour que vous puissiez replacer les différents souverains dont il va être question dans cet exposé. Je vous ai dit que je commençais avec le règne du grand électeur Frédéric Guillaume. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un grand électeur? J'en avais parlé dans mon cours sur les institutions de l'Empire germanique du XIVe au XVIIIe siècle. Vous vous rappelez qu'il y avait un certain nombre d'électeurs qui participaient à la désignation de l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique. À l'origine, il y en avait 7. Après la guerre de 30 ans, il y en aura 8. Et je vous avais expliqué qu'à la fin du XVIIe siècle, il y en aura même 9. Donc pour vous, ce n'est pas une surprise d'entendre parler d'un grand électeur. Le margrave de Brandebourg était l'un des électeurs. Donc c'est un personnage important. On commence donc avec le règne de Frédéric Guillaume Ier, qui règne de 1640 jusqu'en 1688. Ensuite, il sera question de Frédéric Ier, qui règne de 1688 à 1713. C'est lui qui va prendre le titre de roi de Prusse en 1701. Avant, donc, les margraves de Brandebourg n'étaient pas rois de Prusse. De 1713 à 1740, vous avez un règne qui est sans doute le plus important du point de vue de la nature de mon exposé. C'est le règne du roi Frédéric Guillaume Ier. Donc, il porte le même nom que le grand électeur, sauf que celui-ci a une numérotation, celle de premier, puisque le grand électeur n'était pas encore roi. Donc, il ne rentrait pas dans la numérotation des rois de Prusse, c'est tout à fait logique. De 1740 à 1786,
c'est l'époque du plus célèbre de tous les rois de Prusse, Frédéric II le Grand, mais qui n'est peut-être pas, du point de vue de mon propos, le plus important. Je vous ai dit qu'en fait, il s'agissait de son père le plus important. Il meurt en 1786, puis vont succéder plusieurs souverains sur lesquels je ne vais pas vraiment m'attacher ici, de 86 à 94, si mes souvenirs sont bons. Non, 4, il me semble. Attendez, 94. Vous avez Frédéric Guillaume II. Et puis alors, vous allez avoir un long règne qui est celui de Frédéric Guillaume III. Et enfin, celui de Frédéric Guillaume IV, dans le courant du XIXe siècle, qui règne aux environs de 1860, quelque chose comme ça. Et puis vous aurez finalement le règne de celui qui va devenir empereur d'Allemagne. Donc vous voyez, du margraviat de Brandebourg, on est passé au royaume de Prusse, et du royaume de Prusse, on va passer à l'Empire allemand, donc au second Empire allemand, avec Guillaume Ier, 1871, jusqu'à 1883, puis pendant un an, lui succède Frédéric III, et puis alors, de cette date-là, jusqu'à novembre 1918, vous avez le règne de Guillaume II. Les trois derniers personnages que vous avez cités étaient non seulement rois de Prusse, mais aussi empereurs d'Allemagne. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien retenu les différentes dates que je vous ai données. En fait, mon exposé se clôturera en 1806, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais m'en expliquer bientôt. On va donc essayer de comprendre quels sont les rapports entre la monarchie et la noblesse pendant toute cette période qui couvre, je dirais, un peu plus d'un siècle et demi. Un peu plus d'un siècle et demi. Le premier personnage auquel je vais m'attacher, le premier règne dont je vais vous parler, est donc celui du grand électeur Frédéric Guillaume. Frédéric Guillaume est un personnage qui est important parce que en 1659, donc 11 ans après la fin de la guerre de 30 ans, décide de conserver son armée, donc de ne pas la licencier, et donc d'en faire une armée permanente, ce qui est relativement neuf à l'époque. Ça va être la 4e armée permanente en Europe, après l'Espagne, qui est sur son déclin, après la France, qui est la 2e armée permanente en Europe à ce moment-là, et après la 3e armée, qui est l'armée suédoise, qui avait joué un rôle tellement important pendant la guerre de 30 ans. Donc c'est l'armée brandebourgeoise devient la 4e armée permanente, je veux dire, en nombre d'hommes. C'est en fait une petite révolution. C'est une petite révolution parce que pour les nobles qui vivent en Brandebourg, et n'oubliez pas que la fonction première de la noblesse est d'exister sur le plan idéologique, ce qui légitime l'existence de la noblesse, ce qui la légitime, la justifie, c'est justement d'être le rempart face à la population d'une région donnée. Eh bien, cette noblesse, donc, n'est pas licenciée en tant que telle. Et donc,
c'est une atteinte, je dirais, à tous les usages. Et ça n'arrange pas spécialement cette noblesse, et plus particulièrement ces hobereaux qui sont les grands propriétaires fonciers et qu'en Prusse, en Brandebourg, on appelle les Junkers. J-U-N-K-E-R. Les Junkers. S au pluriel, bien entendu. Deuxième élément, c'est qu'il s'agit à cette époque-là d'une armée de mercenaires. Alors ça veut dire quoi une armée de mercenaires? Eh bien, une armée de mercenaires, c'est une armée qui est rétribuée et qui comprend, le cas échéant, des nationaux, mais qui comprend également des soldats étrangers qui sont rétribués, qui reçoivent une solde, d'où le mot soldat. Les armées de mercenaires, ce sont des armées qui apparaissent en Europe au XIVe siècle, au moment de la guerre de 100 ans. On trouve également des mercenaires dans les principautés territoriales italiennes. Les armées de mercenaires ont fait le lien, je dirais, entre d'une part les vieilles armées féodales, où ce qui amenait à la guerre, c'était en fait la demande d'un seigneur auprès de ses vassaux. Nous avons eu un cours sur la féodalité en Allemagne, du XIe au XIIIe siècle. Tu peux couper une seconde. Donc juste avant les armées mercenaires, il y avait l'armée féodale, et l'armée féodale était appelée à la demande du seigneur qui faisait donc un appel auprès de ses vassaux, et chaque vassal amenait un certain contingent de militaires pour mener la guerre. Alors, donc, dans un premier temps, vous avez donc des armées féodales. Dans un deuxième temps, vous avez des armées de mercenaires. Et enfin, dans un troisième temps, mais alors qui succède à l'époque que nous étudions pour l'instant, vous avez des armées de conscrits. Les armées de conscrits, en fait, ce sont des armées composées des hommes d'un territoire donné et qui, parce qu'ils ont un certain âge, doivent obligatoirement participer aux opérations militaires. Le cas échéant, ils peuvent être aussi tirés au sort. Ce sera le cas, par exemple, en Belgique, jusqu'à un an avant la Première Guerre mondiale. La conscription a disparu de la plupart des pays européens. Il y a de cela maintenant peut-être une vingtaine d'années, je crois. Maintenant, il n'y a plus que des armées de volontaires, c'est-à-dire des armées professionnelles dans nos pays. Quand j'étais encore jeune, il y avait une armée de conscrits, et tous les jeunes appartenant à une certaine classe d'âge étaient appelés à faire leur service militaire pendant une durée déterminée. Voilà, donc vous avez bien compris ce que j'étais en train de vous expliquer, que l'armée de mercenaires dont il est question à l'époque de Frédéric Guillaume Ier est donc une armée permanente.
Nous allons passer maintenant à un règne qui est beaucoup plus important par rapport au sujet qui est le nôtre aujourd'hui. C'est en fait le règne de Frédéric Guillaume Ier, roi de Prusse cette fois-ci. En effet, le règne précédent, entre 1688 et 1713, est celui de Frédéric Ier. Et Frédéric Ier, en fait, il n'a rien fait de notable que, en fait, faire de la Prusse un royaume. Et c'est en fait sous son successeur que le tournant va être pris de manière importante. Je vous ai dit que Frédéric Guillaume Ier, roi de Prusse, règne à partir de 1713, oui, jusqu'en 1740. Alors, ce qui est important de noter pour son époque, c'est que l'armée va devenir une armée professionnelle. Une armée professionnelle. Une armée professionnelle où les roturiers auront leur place, et dans le domaine de l'administration, il va y avoir quelque chose d'original, c'est que cette administration, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres pays européens, eh bien, cette administration, en fait, va descendre assez bas dans la hiérarchie. Cette administration permettra aux habitants de Prusse, de Brandebourg, d'être en lien via ce relais de transmission avec le pouvoir. C'est une originalité. En effet, si vous prenez le cas d'un certain nombre d'États, par exemple l'Angleterre, on a un système qui est celui du self-government, qui est celui où la petite noblesse gère et administre au nom du pouvoir, et c'est en particulier le cas des juges de paix. Dans le cas de la France, vous avez une haute administration avec à l'avant-plan la nomination par le roi d'intendants chargés d'administrer les provinces en matière de police, en matière de finances, en matière de justice. C'était les trois secteurs sur lesquels ils avaient une compétence. Et en dessous, vous avez directement des subdélégués qui étaient des bénévoles et qui permettaient de faire le lien avec la population. Mais justement, et c'est le troisième cas de figure, en Prusse, vous avez des petits fonctionnaires qui, eux, sont payés par l'État, qui ne sont pas des bénévoles. Donc on peut dire en fait que l'administration prussienne annonce la bureaucratie moderne. Donc en cela, la Prusse est en avance dans cette construction de l'État moderne. Quels sont, ou plutôt quel est le compromis qui va être passé entre le roi Frédéric Guillaume Ier et d'autre part la noblesse? Parce que la noblesse reste, dans toutes ces sociétés d'Ancien Régime, une classe sociale qui doit avoir sa place, et la noblesse est le problème à résoudre dans ces sociétés
l'Ancien Régime. Il faut l'avoir pour soi. Si on n'a pas la noblesse pour soi, eh bien on ne peut pas fonctionner. Alors le compromis, c'est que sur le plan économique, les nobles, les propriétaires fonciers, les gros propriétaires fonciers, les Junkers que j'ai cités tout à l'heure, peuvent tirer des ressources importantes sur le plan économique de leurs terres. Si l'on remonte au XVIe siècle, les pays du sud de l'Europe, les pays méditerranéens, suite en particulier à l'avance ottomane, ont eu besoin de trouver des moyens de subsistance, en particulier en matière frumentaire. Déjà dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les marins anglais et les marins hollandais ont cherché à passer le détroit de Gibraltar, qui était contrôlé par les Espagnols. Cette demande accrue de grains dans le sud de l'Europe va amener progressivement les régions d'Europe centrale, alors qu'elles ne le connaissaient pas, à inventer un nouveau servage que les historiens soviétiques appelaient le second servage et qui permettait, par le biais de la corvée, d'augmenter les rendements des paysans puisqu'ils devaient travailler plusieurs jours par semaine gratuitement pour leur seigneur. Alors je ne dis pas que ça a augmenté la productivité, j'ai dit que ça a augmenté la production. Ça nous fait penser d'ailleurs à une situation qui est un petit peu la nôtre dans le cadre de la mondialisation. En effet, réfléchissez un petit peu. Face aux salaires relativement hauts de nos régions en Europe occidentale, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises ont cherché à trouver des main-d'œuvre qualifiées, mais moins bien payées en Europe centrale, justement, voire en Europe du Sud-Est, pour construire des automobiles, par exemple, où l'on a, pour délocaliser la sidérurgie, pour le textile et bien d'autres biens, eh bien, au XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, vous vous trouvez dans une situation similaire. Donc, on délocalise la production de blé parce que le blé qui venait d'Europe occidentale était trop cher. Et où a-t-on trouvé cette main-d'œuvre bon marché? Eh bien justement en Europe centrale, où l'on a produit dorénavant beaucoup plus de blé via le système que j'ai énoncé il y a quelques instants, dans les terres d'Europe centrale, en particulier en Pologne, et justement dans la région du Brandebourg. Par la suite, d'ailleurs, au XVIIe siècle, ce ne sont plus seulement les régions qui se trouvent
en Europe méridionale qu'il faut ravitailler, mais aussi les régions qui se trouvent en Europe occidentale. Et donc l'Europe centrale va devenir le grenier d'une grande partie de l'Europe. Les nobles ont donc pu s'enrichir sans trop de difficultés jusqu'à la guerre de 30 ans, donc jusqu'au début du XVIIe siècle. La guerre de 30 ans a été évidemment une catastrophe pour cette aristocratie terrienne. Et on peut dire que le Brandebourg est épuisé, s'est appauvri pendant cette guerre de 30 ans. Il a perdu une grande partie de sa population, et on peut dire qu'en 1648, la Prusse se trouve devant d'énormes difficultés économiques. Les choses vont pouvoir s'améliorer dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Et puisque j'étais dans le règne de Frédéric Guillaume Ier, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIIIe siècle, les nobles ont pu à nouveau bénéficier de cette capacité à produire dans leur région pour exporter leurs grains. Donc, ils n'avaient pas de difficultés économiques. Et donc, la monarchie a cherché à favoriser justement cette activité de production et d'exportation, qui a donc servi non seulement économiquement, mais aussi symboliquement, je dirais, à accorder donc un pouvoir à cette aristocratie terrienne. Mais à côté de cela, il y a d'autres éléments. Il y a l'armée. L'armée qui va rester une spécialité de la noblesse. Je ne parle pas des soldats de la base, mais je parle des officiers ici. Il faut être noble pour occuper une fonction d'officier, donc il ne s'agit même pas, inutile de parler ici de la haute fonction militaire. Ensuite, dans l'administration, si Frédéric Guillaume Ier a ouvert cette dernière aux roturiers, il n'en demeure pas moins que leur a été interdit les postes de conseiller au Landrat, c'est-à-dire au conseil territorial, où le pouvoir était important. Donc ces places-là sont réservées à la noblesse. Donc vous voyez que pour la moyenne et la petite administration, les roturiers ont toute leur place, mais pour les postes décisionnels, là, la noblesse garde ses postes. Frédéric Guillaume Ier, peut-être à juste titre, a été considéré comme le fameux roi sergent. Il a, et ce n'est pas faux bien sûr, transformé la Prusse en une véritable caserne. Quand on dit qu'il l'a transformé en une caserne, il ne s'agit pas ici de l'armée. Effectivement, le nombre de militaires par habitant est très important quand on le compare à celui des autres pays, mais c'est aussi que l'administration a fonctionné comme une caserne, avec des rapports hiérarchiques très très forts, où la notion de soumission est très importante, la notion d'obéissance et de commandement. Frédéric Guillaume est un homme moins rustre
qu'on le présente souvent, puisqu'on présente souvent comme un, et je vous ai dit, hein, c'est à juste titre, comme un personnage brutal. C'est vrai que ce n'est pas un intellectuel, mais en revanche, c'est un homme intelligent et malin. Il gouverne comme, je dirais, beaucoup de chefs d'État en pratiquant la division entre ses subordonnés. C'est le fameux principe diviser pour régner, hein, divide et impera, en latin, c'est divise et commande. De plus, il fonctionne avec des espions, tout le monde se sent surveillé, il annonce, je ne dirais pas un État totalitaire, parce que ce serait tout à fait anachronique. Pour qu'il y ait État totalitaire, il faut que l'État dispose de moyens qui sont nettement supérieurs à ceux que pouvait posséder Frédéric Guillaume. On peut parler d'État totalitaire uniquement pour le XXe siècle, quand il y a un système de médias, quand il y a une police, quand il y a toute une série d'éléments qui font que depuis votre petite enfance, par le biais, entre autres, de mouvements jeunesse, quand toute la population est insérée dans un réseau qui fait que, voilà, l'individu n'existe plus et seul existe l'État. Et l'individu n'existe que par rapport à l'État. C'est ça, un État totalitaire. Une nouvelle idéologie se met progressivement en place à ce moment-là, où l'on n'est plus, ou plutôt de moins en moins, le sujet d'un roi que, même si le terme est anachronique ici, que le citoyen d'un État. Quand je dis le citoyen d'un État, ou plutôt le sujet d'un État, comme ça je ne fais pas d'anachronisme, quelle est la grande différence entre les deux? Quand vous êtes sujet d'un roi, eh bien vous obéissez au roi. Et lorsqu'il y a des intermédiaires, leur légitimation n'est valable que parce qu'ils sont les représentants du roi. Ici, progressivement, la soumission, l'obéissance se fait par rapport à l'État. Le roi n'étant lui-même plus que le représentant de l'État. Donc il y a une inversion des données. Donc c'est une nouvelle idéologie qui se met en place sous Frédéric Guillaume Ier, mais cette idéologie, en fait, va partiellement échouer auprès de la noblesse. Passons maintenant au règne de Frédéric II, du fils donc de Frédéric Guillaume Ier, donc du fils du roi Sergent. Frédéric II bénéficie d'une aura importante, on l'appelle d'ailleurs le Grand, comme Louis XIV, et Frédéric II va se lancer dans toute une série de conquêtes qui vont agrandir considérablement le territoire. En vous montrant la carte tout à l'heure, je vous ai dit que Frédéric II, qui était un malin, un rusé, est parvenu à annexer en 1742 la Silésie, profitant d'un système d'alliance qui se met en place en 1740 pour la succession de l'empereur Charles VI, lorsque Marie-Thérèse, sa fille, veut accéder au trône impérial. Ceci, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est confirmé par le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748. Frédéric II également agrandit les territoires de la Prusse en 1772 en annexant, lors du premier partage de la Pologne,
cette région qui se situe donc entre la Poméranie intérieure et d'autre part l'ancien duché de Prusse devenu royaume de Prusse entre-temps. Cependant, il y avait eu la guerre de 7 ans entre les deux. Entre 1756, d'une part, et 1763, d'autre part. Entre ces deux dates, donc entre 1756 et 1763, s'était mis en place un système d'alliance où il y avait eu un véritable retournement, il y avait eu un renversement des alliances, où cette fois le roi de Prusse n'était plus du côté du roi de France, mais le roi de Prusse se trouvait pratiquement seul face à une alliance internationale comprenant la Russie, l'Autriche, la France, et Frédéric II a failli y perdre ses plumes. Son royaume, à un moment donné, ne tenait plus que par un fil. Les territoires du Brandebourg ont été occupés, et quand on parle de la gloire de Frédéric II, il faut y apporter beaucoup de nuances. Frédéric II, à l'inverse de son prédécesseur, a une aversion contre les roturiers. Il va donc chercher à donner toute sa place à la noblesse dans l'armée, mais aussi dans la haute administration. Donc il y a un véritable retour de manivelle par rapport à l'époque précédente, et en cela on ne peut pas dire que Frédéric II fut un grand politique. Et je vous ai dit, sur le plan militaire, Frédéric II est resté comme le roi glorieux de la Prusse dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais en fait, il aurait pu, lui aussi, connaître, je dirais, la défaite d'Iéna de 1806, qui interviendra donc 20 ans après sa mort. En effet, lorsque Frédéric II de Prusse meurt, il laisse à son successeur un héritage qui n'est pas si glorieux que cela. C'est vrai que sur le plan administratif, la noblesse bureaucratique s'est renforcée et progressivement est devenue un État, un ordre en tant que tel qui prend toute sa place. N'oubliez pas que depuis le XVIe siècle et le XVIIe siècle, la Prusse était constituée des fameux Stände dont je vous ai parlé la semaine passée, non pas les Stände en tant que représentants plutôt à la diète d'empire, mais les Stände qui se trouvaient à l'intérieur des États. Parce qu'en France, on appelle les ordres, ou les États, justement, les 3 États ou les 3 ordres. Ces 3 États en Prusse, c'était d'une part la noblesse, ensuite les bourgeois, les Bürger, c'est-à-dire les habitants des villes, et enfin les paysans. Ceux-ci vont être progressivement, non pas supplantés, mais complétés par ce qu'on appelle les Berufsstände, c'est-à-dire des États professionnels. L'ordre de l'armée et l'ordre de l'administration. L'ordre de l'administration, c'est ce qu'on appelle le Beamtenstand, plutôt. Beamt,
ça veut dire de fonctionnaire. La fonction publique, en effet, va devenir de plus en plus importante. C'est déjà le grand électeur qui avait créé cet embryon d'administration dès le XVIIe siècle. Celle-ci, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, va prendre de plus en plus d'ampleur. Après Frédéric II, on se trouve devant la situation suivante, où l'administration est certainement le corps de l'État le plus important. Même si la noblesse, même si l'armée est très puissante, il ne faudrait pas la nier. En 1806, lorsque se produit le fameux désastre d'Iéna, où la Prusse est battue par les armées napoléoniennes, les armées françaises, le sursaut de l'État prussien va se faire non pas grâce au souverain Frédéric Guillaume III, mais grâce essentiellement à deux nobles hauts fonctionnaires qui sont le baron von Stein et d'autre part von Hardenberg. Ce sont eux qui vont parvenir à réformer l'État prussien et poser les bases de ce que sera la Prusse au XIXe siècle. Ils vont donc opérer la rupture avec l'Ancien Régime et donc annoncer l'État moderne. C'est également en 1806 que le servage est supprimé en Prusse. Alors, bien entendu, ce servage n'a pas été supprimé pour des raisons humanistes, vous imaginez bien, on est dans les guerres révolutionnaires, ou plutôt dans les guerres napoléoniennes qui sont des guerres post-révolutionnaires. Le servage avait été supprimé en France en 1789, et donc les États d'Europe centrale ont dû réviser leur logiciel, c'est sûr. Alors supprimer la corvée ne veut pas dire supprimer les droits seigneuriaux. J'ai fait un cours à ce sujet-là et je vous y renvoie. Conclusion maintenant du cours que je vous ai donné, c'est que la noblesse finalement est gagnante. C'était le sujet de mon cours d'ailleurs. La noblesse est gagnante parce que le XIXe siècle sera une époque où la noblesse va garder toute une série de leviers de commande, dans un cadre toutefois qui n'est plus celui du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais quand vous voyez encore les armées pendant la Première Guerre mondiale, regardez combien de généraux appartenaient à la noblesse, et je dirais même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait encore beaucoup de nobles parmi l'état-major supérieur de Hitler. Donc, on peut dire que, si l'on fait le bilan du siècle et demi entre l'avènement sur le trône de Frédéric Guillaume, le grand électeur, et 1806, la bataille d'Iéna où l'armée prussienne est complètement défaite, eh bien on peut dire en fait qu'entre ces deux dates, la noblesse
qui avait connu une période difficile. On peut même dire qu'à l'époque du compromis de Frédéric Guillaume Ier, elle gardait sa place, mais enfin, elle s'était vue, elle avait dû reculer dans ses prétentions face aux roturiers qui avaient occupé un certain nombre de postes dans la bureaucratie. Après le règne de Frédéric II, qui lui avait accordé à nouveau à la noblesse toute sa place, eh bien on peut dire que finalement au XIXe siècle, la noblesse est toujours présente, et bien présente, et elle le sera en tout cas jusque dans la première moitié, en tout cas jusqu'à la fin de la guerre de 14-18. Voilà. Je vous propose maintenant de vous présenter quelques livres. Alors, tout d'abord, un atlas qui reste un des très bons atlas, je dirais, historiques, c'est l'atlas de Putzger, qui est un atlas historique mondial, hein, en allemand, je vous le dis tout de suite, mais c'est ce qu'il y a de mieux en la matière. Ça va? Peu importe finalement, parce que quand vous avez les cartes devant vous, hein, ce n'est pas tellement la langue qui importe. Hein. C'est Historischer Weltatlas de Putzger. Hein, ça a apparu chez Cornelsen et Wellhagen, et classé. Alors vous voyez, c'est un atlas qui est très très bien fait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi utiliser un atlas allemand? Mais vous êtes bien d'accord, hein, ce qui compte ici, on peut quand même l'identifier très rapidement. Hein, à part, il faut vraiment, il suffit d'avoir un allemand basique pour savoir que Frankreich c'est la France et que Deutschland c'est l'Allemagne par exemple. Hein, il ne faut pas être germanophone pour tout cela. Il est très très bien fait, il est évidemment beaucoup plus complet que celui que je vous recommande, mais là pour l'enseignement secondaire. Et donc ça permet en particulier, hein, ici vous avez donc pour l'époque qui nous intéresse, vous voyez, de voir précisément tous les territoires qui appartenaient à la Prusse, et ici vous voyez tous les territoires qui étaient sous la domination des Habsbourg. Voilà. Alors, histoire des relations internationales, elle est intervenue comme toile de fond de cet exposé, surtout quand je vous ai parlé des guerres et des traités successifs des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc, je vous recommande donc cette histoire classique sous la direction de Pierre Renouvin, tome 3, Les temps modernes, de Louis XIV à 1789. De Robert Mandrou, L'Europe absolutiste, raison et raison d'État, 1649-1775, chez Fayard. De Jean Meyer, Le despotisme éclairé, en que sais-je. De François Blouch, exactement le même titre dans la collection Pluriel. Donc ce sont des collections qui ne sont pas chères. Hein. En revanche, vous ne trouverez rien d'intéressant, à part peut-être 2 ou 3 pages, mais qui sont vraiment très maigres, sur la naissance, dans le livre sur la naissance des États modernes de Jean-Marie Constant chez Belin. En revanche, cet ouvrage est intéressant pour la France et pour l'Angleterre. Georges Durand, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, État et institutions au XVIe, XVIIIe siècle chez Armand Collin. Alors, de Jean Meyer, Noblesse et pouvoir dans l'Europe d'Ancien Régime, chez Hachek. Il s'agit d'une histoire comparative ou comparée de l'histoire des aristocraties européennes pendant les temps modernes. Donc c'est un ouvrage vraiment très important pour le sujet d'aujourd'hui. Alors pour la France, parce que c'est intéressant de comparer, de Guy Chaussinan-Nogaret, alors chez Mouton, Une histoire des élites, 1700-1848. Qui accorde bien sûr une grande place à la noblesse. Alors, sous la direction du même, Histoire des élites
en France du XVIe siècle au XXe siècle. Alors, de François Bluch, la vie quotidienne de la noblesse française au XVIIIe siècle chez Hachette. Et pour la troisième fois de Chaucinan-Nogaret, la noblesse au XVIIIe siècle, en France en fait, de la féodalité aux Lumières. Donc ça permet d'avoir un point de comparaison intéressant. Sur l'histoire de l'Allemagne, je vous avais déjà montré le bouquin de Rassoff, Histoire de l'Allemagne des origines à nos jours. Alors là, c'est une biographie de Frédéric II par Pierre Cassotte chez Fayard. De Georges Pagès, La guerre de 30 ans, chez Payot. Chez Garnier, vous avez juste après l'édition du Prince de Machiavel, l'anti-Machiavel de Frédéric II. Donc c'est intéressant de voir de lire sa propre conception donc, du pouvoir. Alors un ouvrage évidemment important pour mon sujet aussi, de Henri Brunswick, Société et romantisme en Prusse au XVIIIe siècle, chez Sciences Flammarion. Et pour terminer, de Hegel, le grand philosophe allemand, il a publié en 1821 des principes de la philosophie du roi dans la collection Idées Gallimard. Et Hegel, c'est le grand philosophe de l'État. Il termine d'ailleurs son livre Par l'État. Et il est devenu le philosophe officiel de la monarchie prussienne, donc dans la première moitié du XIXe siècle, et c'est contre Hegel que Karl Marx a pris position, puisqu'il s'opposait à l'idéalisme d'Hegel, pour mettre en place alors son fameux matérialisme historique. J'ai dit.